Moi, je sais qui a fait ça. On est en train de retomber dans l'obscurité. Bonjour, bienvenue sur MAG. Aujourd'hui, on est avec Arnaud Malherbe. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Bah écoute, parfait. Content d'être à Gérardmer. Et on va parler de ton film qu'on vient de voir ce matin, Ogre. Et donc, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui arrive avec son fils dans la campagne, dans le Morvan, que nous on connaît bien pour la randonnée. Et où en fait, elle va devoir s'installer, prendre sa place. Et son fils va petit à petit entrevoir des choses étranges dans la forêt. Alors, ton film s'appelle Ogre. Première peut-être question qui m'est venue à l'esprit. Est-ce que, pour toi, il y avait l'idée de revisiter le mythe de l'ogre, le mythe aussi de Pierre et le loup qu'on retrouve, en fait, à travers de ton film, et aussi, moi, d'une certaine manière, je trouve le Petit Poucet, mais cette fois-ci d'une version plus agressive, moins passive. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller sur le registre du conte? Alors, c'est le désir de faire un film fantastique, qui soit, entre guillemets, spécifiquement français, dans le sens où j'avais vraiment à cœur d'essayer de travailler dans une géographie et une mythologie, entre guillemets, qui soit de notre culture, en fait. Donc tu parlais de Perrault, de toute cette espèce de presque d'image qu'on a en tête, en fait, depuis l'enfance, et du coup de les tordre un peu, de les changer un peu, parce que l'ogre, il est incarné pas du tout comme l'ogre classique ou Gustave Doré, où il est très gargantuesque, très épais et tout ça, et que là, notre ogre, il est très différent. Enfin, j'en dirais pas plus pour les spectateurs, mais oui, donc il y avait cette envie-là de jouer avec ces codes et ces mythes-là, et aussi de parler d'une certaine campagne un peu loin des lumières des villes, et qui, moi, l'idée qui m'intéressait, c'était de me raconter que quand on est loin de la lumière, et qu'on est oublié, et qu'il n'y a pas de service public, que les paysans, c'est pas non plus la fête, quoi, et que peut-être tout ça retombe dans une espèce d'obscurité ancestrale, et que dans cette obscurité-là, il y a peut-être des créatures. Oui, c'est vrai qu'on retrouve le mythe de l'idée de la ruralité aussi, puisqu'elle vient de la ville, et en essayant de s'insérer, en fait, il y a quelques scènes au départ où on se demande si c'est elle qui est, entre guillemets, pas la bienvenue, ou si, au contraire, les paysans du coin, qui à un moment font une garde avec des fusils, ne sont pas plutôt là pour la protéger. Il y avait aussi quelque chose qui m'a tout de suite marqué dans ton film, c'est l'idée en fait du monstre qu'on cache un petit peu, puis quand on est petit, il arrive des fois que, enfin moi ça m'est arrivé quand j'étais petit, de voir un monstre, des choses comme ça, et qu'on en parle aux parents. Et en fait, il y a totalement deux mondes qui s'opposent à ce moment-là, et le petit, je trouve qu'on ressent ça dans le film, il a une relation qui est très proche avec sa mère, qui elle aussi d'ailleurs a un tatouage qu'elle rappelle aussi avec les oiseaux ou l'affinité. Et en fait, s'appelle Loisel d'ailleurs, elle s'appelle Loisel. Et qui s'appelle Loisel, oui c'est vrai, elle écrit sur le tableau. Et en fait, elle a une relation à un moment qui est intéressante, c'est celle en fait de... est-ce qu'elle fait confiance à son fils, donc qui lui confesse certaines choses, ou est-ce qu'elle fait confiance finalement à des inconnus? Est-ce que c'était une idée que tu voulais vraiment mettre en avant dans ton film, cette espèce de dualité? Bien sûr, et c'est la dualité adulte-enfant, et des adultes expliquent doctement à des enfants que les histoires qu'ils leur racontent sont fausses, et c'est d'une hyper-violence, parce que l'enfant, lui, quand il raconte cette histoire-là, elle est à 1000% vraie. Et donc, cette foi qu'il a dans cette histoire-là, à mes yeux, en fait, rend l'histoire véritable. C'est-à-dire que, et l'idée du film, c'est un petit peu ça, c'est peut-être aussi de se demander comment, possiblement, l'imaginaire du petit devient le film. Et ça m'intéressait beaucoup. Et l'autre chose qui m'intéressait, c'est justement, comme tu dis, quelle est la position d'une mère dans cette situation-là. Et l'idée, en tout cas ce que lui demande le petit, c'est, schématiquement, si tu m'aimes, crois-moi. Ouais, exactement. Et c'est peut-être ça qui me sauvera. Il y a même cette idée d'ailleurs qu'on retrouve avec l'un des personnages du film, souvent habillé tout de noir vêtu, et qui dit à un moment... si on n'est pas là pour s'entraider, c'est en gros, on est un peu comme des vaches, entre guillemets, des vaches qui vont se faire éliminer petit à petit. Il y a aussi cette idée de l'entraide qu'on retrouve, et de la confiance dans ton film, puisque même du coup Anna Girardot, dans le film, a un passé où elle a subi des violences, entre guillemets,
Et il y a aussi cette idée de confiance qu'on a là-dedans. Est-ce que toi, tu avais des sources d'inspiration de différents films fantastiques que tu as vus ces dernières années et qui sont venus à l'esprit Ah, oui, additionné à ces idées-là, en fait, que je te disais sur le conte, une certaine ruralité française, tout ça, il y avait une espèce de film fantastique, travaillé visuellement sur un enfant, mais qui raconte quelque chose quand même de la société, ou en tout cas du fait d'être un enfant. Et j'avais été assez marqué, moi, par Morse, de Alfred Thomason. Ah, oui, oui. Et c'est pas les mêmes histoires, c'est sur le revisite du mythe du vampire. La puissance du film m'avait vraiment marqué, quoi. Et, ça m'avait donné envie d'être dans ces espaces-là, en fait, de récit. Et après, il y a des choses que j'expliquais tout à l'heure, plus anciennes et des références entre guillemets plus mythiques, mais presque pas forcément fantastiques, mais c'est presque du réalisme poétique. C'est comme La Nuit du chasseur, par exemple, où il y avait vraiment moi, j'aime bien cette idée du loup, du log, du bogeyman, on ne sait pas quoi, mais qui rôde et qui est là, et que seul l'enfant sait que ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas, et le monde autour n'est pas là pour l'aider, en fait. Et le loup, d'ailleurs, l'image du loup est assez puissante dans le film aussi, puisque finalement, Pierre et le loup ont crie au loup, il y a quelque chose qui pourrait advenir. Et en fait, une fois que le loup est mort, le mythe reste. C'est-à-dire, il y a encore le risque qui plane. Je me demandais aussi si tu avais vu, donc il est aussi présenté au festival de Gérardmer, The Innocent, qui traite aussi de l'enfance. Du coup, je l'ai vu là hier, ouais. D'accord, oui, puisqu'il y a aussi des liens, je pense, à faire entre les deux films, sur ces deux mondes qui s'opposent. C'est un super film, d'ailleurs. En fait, avec les acteurs, donc il y a quand même un jeune enfant aussi qui est là, qui est atteint de surdité, on en parlera tout à l'heure, et Anna Girardot. Comment vous allez travailler ensemble pour créer cette relation qui est très puissante, finalement, avec l'enfant? Déjà, c'est deux bons comédiens. Anna et Giovanni. Giovanni donc, a déjà un peu d'expérience, il a déjà tourné. Et Anna, alors ce qui était drôle au départ, c'est que elle avait très envie de faire le film, et en même temps elle hésitait parce qu'elle ne voulait pas jouer une mère. Elle l'avait déjà fait, et puis elle ne se sentait pas l'envie en tout cas de rejouer ça directement, parce qu'elle disait que c'était un investissement spécifique. En plus, c'est vrai que dans ces cas-là, on a tendance à travailler beaucoup avec l'enfant. Et on a tendance à délaisser un petit peu les acteurs adultes, si je puis dire. Et que donc c'est des équilibres à trouver, en fait. Et puis on s'est mis d'accord sur une façon de voir les choses. Et puis et du coup, après, c'est elle qui a vraiment tissé un lien avec lui, sur le plateau, en dehors du plateau. Et je trouve que ça matchait bien. Et puis pour l'histoire cocasse, justement, c'est que comme on a tourné le film en 2 temps à cause du Covid, quand on est revenu tourner la deuxième partie, donc au mois de juin, on avait arrêté le mi-mars, Anna était enceinte, en fait. Je me suis posé la question, justement, parce que je me suis demandé justement quel était son rapport à ça, parce qu'effectivement, elle était tombée enceinte. Et elle était tombée enceinte, en fait, et je pense qu'elle a accouché, je sais plus. Mais bref, elle était pas mal enceinte quand même, donc on a dû faire un peu attention. Mais c'était marrant qu'elle soit enceinte pendant le tournage. Parce que dans ce village, l'homme prend aussi beaucoup de place, qu'il s'agisse des chasseurs, qu'il s'agisse aussi de son compagnon. Il va avoir un jeu très vite, c'est presque un homme invasion. Une fois qu'il entre dans la maison, il semble difficile de le faire sortir. Est-ce que c'était quelque chose que tu souhaitais mettre en avant? À partir du moment où, c'est pas un secret, c'est dans le pitch du film, il fuit quelque chose qui est en rapport avec le père du petit, il y a forcément une base dramatique et émotionnelle qui est que l'homme est potentiellement le danger. Du coup, le petit, ce qui m'intéressait moi, c'était de jouer entre l'idée que peut-être il veut protéger sa mère des hommes en général, en se racontant une histoire mythique, enfin en tout cas une histoire imaginaire. Mais c'est peut-être pas ça. Je ne dévoile rien, mais donc oui, en fait, la question de l'homme qui rentre et qui vient, entre guillemets, s'emparer de la femme était important. Et je voulais le relier justement à l'idée du conte aussi. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais la première fois qu'il entre dans la maison, il demande l'autorisation et elle lui dit, elle l'invite à prendre un verre. Et lui dit, si je suis votre invité, alors c'est avec plaisir. Et il avance. En fait, c'est les vampires qui font ça toujours. Pour rentrer dans une maison, ils doivent être invités. C'est vrai. J'ai placé des petites choses comme ça, mais je n'avais pas remarqué, mais oui, ça explique aussi cette place qu'il va prendre petit à petit. Ok, écoute, sur le film en question, là, je pense que ça a à peu près fait le tour.
J'avais peut-être quelques questions à poser au niveau des... peut-être de ton regard que tu portes sur le cinéma fantastique maintenant. Puisque là, plusieurs articles qui sortent assez régulièrement, c'est de plus en plus mis en avant, on a des productions qui viennent d'un peu partout. Quel regard tu portes finalement sur la scène fantastique Bah, déjà, moi je trouve qu'elle est assez vivante, il y a des choses en effet qui viennent d'un peu partout. C'est très très présent aussi dans les séries, plateformes, même sur certaines chaînes. Pour le coup, moi j'ai fait une série fantastique pour Arte, qui s'appelait Moloch. Et moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, en tout cas pour parler de la France, c'est ce que je sens qui advient justement en France. Il y a, je pense, toujours une vague fantastique, machin. En tout cas, il y a une conjugaison de films, une addition de films. Et je les trouve intéressant dans le sens où c'est toujours des propositions un peu singulières. C'est-à-dire qu'on est quand même à chaque fois dans des prototypes. Et je trouve que ça, c'est le truc le plus excitant, en fait. Aussi, plutôt que plus d'un film thriller ou mécanique que tu aurais déjà vu un peu, qui a une décalque de films anglo-saxons, de choses comme ça. Là, je trouve qu'il y a vraiment des trucs singuliers. On parlait de La Nuée, de Teddy, de Méandre aussi, dans notre genre. Donc ça, c'est intéressant. Le truc, c'est que c'est extrêmement fragile parce que la production, l'écosystème dans lequel ces films se fabriquent est très fragile et que pour l'instant, il n'y a pas de succès salle suffisamment fort pour entre guillemets, obliger l'industrie à en produire plus. Et paradoxalement, le succès possible d'un ou deux films fantastiques, c'est qu'il y en ait beaucoup, justement. Ouais, bien sûr. Parce qu'on dit toujours, une comédie, il n'y a que la comédie qui marche, machin, mais il y en a une qui marche pour 20 qui se cassent la figure. Oui, bien sûr. Donc c'est plus... Surtout beaucoup de production qui va produire de la comédie et qui fait qu'en masse, ça va finir par quelques-unes qui sortent. Ouais, bien sûr, ils font ça. Ils lancent des à la pêche, là, et puis ils voient ce qui mord et ce qui prend, quoi. Et après, à l'intérieur de ça, il y a des noyaux, c'est très très quand même, il y a une masse de gens, d'auteurs, de réalisateurs, de producteurs, aussi de partenaires financiers, qui ont vraiment envie de travailler le cinéma fantastique comme une espèce de regard, de grammaire pour raconter le monde. C'est pas juste du spectacle ou du divertissement, pour moi c'est un outil pour parler de des choses. Et puis pour parler de l'humanité, pour parler de tout ça. L'éruption du fantastique, c'est une bascule pour montrer quelque chose. Exactement, et c'est aussi un moyen de pousser un curseur pour voir comment ça répond derrière sur un sujet donné. Et c'est toujours passionnant. Et je trouve que moi, il y a un potentiel poétique qui est très très fort. Donc, moi, je suis très très curieux de voir ce qui va se passer si tout d'un coup, l'autre chose va disparaître parce que, à cause des conditions de production matérielle, de Covid et tout ça, il y a une visible désertion des salles, on ne sait pas comment ça va. Désertion des salles, et puis là il y a eu un report à un moment de sortie de film au même moment, on disait que c'était difficile d'avoir la visibilité. Là, mon film il a fait que se décaler. Ouais. Et j'espère qu'il ne bougera plus maintenant, mais parce qu'il faut que ça sorte. Dans les festivals on le voit aussi, hein, il y a des films avec une concurrence hyper élevée parce que tout tombe au même moment. Ouais, bien sûr. Donc c'est assez compliqué. Mais bon, faisons preuve d'optimisme pour l'avenir. Eh ben, écoute, merci pour cet entretien. Merci à toi. Mouvementé au niveau du son, on est désolé, mais on était ravis du coup d'échanger. Et bien pareillement, merci à toi. Eh ben, merci, à bientôt sur MAG.